Et si la clé pour alimenter les mégapoles et les industries du prochain siècle n'était ni l'éolien ni le solaire, mais un élément que nous ignorons depuis 50 ans? Imaginez une énergie nucléaire fondamentalement plus sûre, générant une infime partie des déchets actuels, et capable de fonctionner pendant des milliers d'années grâce à un combustible présent partout sur la planète. Alors que le monde débat des énergies renouvelables, une poignée de nations investissent discrètement des milliards dans les réacteurs au thorium. Et ce qu'ils sont en train de construire pourrait bien redessiner toute la carte énergétique mondiale. Voici l'histoire de la disparition du thorium, des raisons de son retour et de la question de savoir s'il est enfin prêt à alimenter le monde. Pour comprendre pourquoi le thorium est important, il faut d'abord parler des problèmes de ce que nous utilisons actuellement. L'énergie nucléaire traditionnelle fonctionne avec de l'uranium-235, plus précisément un isotope rare qui représente moins de 1% de l'uranium naturel. Le problème ? Cette rareté a engendré tout un complexe industriel autour des installations d'enrichissement, des contrôles stricts et, oui, des inquiétudes liées à la prolifération. Voici comment fonctionnent les réacteurs conventionnels. Des barres de combustible d'uranium sont placées dans l'eau, créant une réaction en chaîne contrôlée qui chauffe l'eau, produit de la vapeur et fait tourner des turbines. Assez simple, mais cette conception présente 3 vulnérabilités majeures qui hantent l'industrie depuis des décennies. Premièrement, si les systèmes de refroidissement tombent en panne, le réacteur continue de générer de la chaleur à cause de la désintégration radioactive. C'est ce qui s'est passé à Fukushima. Le tsunami a mis hors service les générateurs de secours. Le refroidissement s'est arrêté et 3 réacteurs ont subi une fusion du cœur. Les ingénieurs appellent cela un coefficient de vide positif. En gros, plus il fait chaud, plus le problème s'aggrave. Deuxièmement, le problème des déchets. Le combustible usé à base d'uranium reste dangereusement radioactif pendant des dizaines de milliers d'années. On parle d'une échelle de temps plus longue que l'existence de la civilisation humaine. Actuellement, le monde compte environ 250 000 tonnes de combustible nucléaire usé entreposé temporairement, en attendant des solutions permanentes qui n'arriveront peut-être jamais. Troisièmement, le risque de prolifération. La même technologie d'enrichissement qui permet de produire du combustible pour les réacteurs peut, avec un raffinement supplémentaire, produire du matériau de qualité militaire. Ce risque est bien réel, et c'est la raison pour laquelle le programme nucléaire iranien a été si controversé, et pourquoi des pays comme le Pakistan et la Corée du Nord ont cherché à enrichir de l'uranium dès le départ. Ces défis ont freiné le développement du nucléaire dans la plupart des pays occidentaux. Depuis Fukushima, en 2011, l'Allemagne a fermé l'ensemble de son parc nucléaire. Le Japon a mis tous ses réacteurs à l'arrêt pendant des années. Les nouvelles constructions en Europe et en Amérique du Nord ont été minées par des retards et des dépassements de coûts. Mais que se passerait-il s'il existait une alternative qui réponde à ces 3 problèmes? Voici le thorium. Le thorium-232 est l'élément 90 du tableau périodique, situé juste en dessous de l'uranium. Il porte le nom de Thor, le dieu nordique du tonnerre, ce qui semble approprié pour quelque chose qui pourrait électrifier notre avenir énergétique. Voici le premier changement de paradigme. Le thorium est abondant. Ce n'est pas une exagération, il est bien plus courant. Le thorium est 3 à 4 fois plus abondant que l'uranium dans la croûte terrestre. On trouve d'importants gisements en Australie, en Inde, au Brésil et aux États-Unis. L'Inde à elle seule posséderait environ 25% des réserves mondiales de thorium. C'est en partie pour cette raison qu'ils ont investi plus d'1 milliard de dollars dans la recherche sur le thorium au cours de la dernière décennie. Pour une nation de 1,4 milliard d'habitants avec d'immenses besoins énergétiques, le thorium représente l'indépendance énergétique, mais l'abondance à elle seule ne raconte pas toute l'histoire. Ce qui est vraiment transformateur, c'est la façon dont les réacteurs au thorium fonctionnent différemment. Le thorium-232, pris isolément, ne peut pas entretenir une réaction en chaîne, il doit être élevé. Lorsqu'il est exposé à des neutrons, il se transforme en uranium-233 et ce nouvel isotope subit alors la fission. Le procédé semble plus complexe, mais c'est précisément ce qui confère au thorium ses avantages uniques en matière de sécurité. Le concept le plus prometteur s'appelle le réacteur au thorium à sel fondu, ou LFTR. Au lieu de barres de combustible solide immergées dans l'eau, le combustible lui-même est dissous dans du sel de fluorure fondu à environ 700 degrés Celsius. Le combustible liquide circule à travers le cœur du réacteur, produisant de la chaleur qui est transférée à un système de refroidissement secondaire. C'est là que ça devient ingénieux. Au fond du réacteur se trouve un bouchon de congélation, une section de tuyau refroidi activement par un ventilateur. Si l'alimentation électrique est coupée pour une raison quelconque, le ventilateur s'arrête, le bouchon fond et la gravité fait s'écouler le combustible liquide dans des cuves de confinement souterraines, où la réaction nucléaire s'arrête naturellement. Aucune intervention humaine requise, aucun générateur de secours nécessaire. Le réacteur ne peut littéralement pas fondre, car lorsque quelque chose ne va pas, le combustible s'évacue de lui-même.
C'est ce que les ingénieurs appellent la sécurité passive. C'est la physique elle-même qui empêche la catastrophe. Ensuite, il y a la question des déchets. Les réacteurs au thorium produisent environ 1/100 des déchets radioactifs à longue durée de vie des réacteurs à uranium conventionnels. La plupart des déchets deviennent inoffensifs en 300 ans au lieu de 10 000 ans. On parle de réduire un problème qui s'étend sur des temps géologiques à un problème qui s'étend sur l'histoire humaine. Et la prolifération ? L'uranium-233 produit dans les réacteurs au thorium est contaminé par de l'uranium-232. Celui-ci émet un rayonnement gamma intense qui rend pratiquement impossible sa manipulation à des fins militaires. Toute tentative d'extraction de matière de qualité militaire exposerait les travailleurs à des doses létales de radiation en quelques minutes. Il y a aussi un aspect d'efficacité dont peu de gens parlent. Les réacteurs au thorium peuvent théoriquement extraire plus de 90% de l'énergie de leur combustible. Les réacteurs à uranium conventionnels en extraient. Cela signifie peut-être que la même quantité de combustible produit plusieurs fois plus d'énergie. Pour les projets d'infrastructures massifs et les villes intelligentes qui ont besoin d'une alimentation de base fiable, cette efficacité se traduit par des besoins en combustible considérablement réduits et une gestion des déchets allégée. Si le thorium est si prometteur, pourquoi n'en entend-on parler que maintenant ? La réponse nous ramène à la guerre froide et révèle comment la géopolitique a façonné toute notre infrastructure énergétique. Dans les années 1950, les États-Unis ont dû faire un choix. Le physicien Alvin Weinberg, au laboratoire national d'Oak Ridge, avait mis au point un réacteur à sel fondu fonctionnel, une conception basée sur le thorium. Pendant ce temps, d'autres programmes se concentraient sur les réacteurs à uranium. La filière uranium l'a emporté pour une raison cruciale. Elle produisait du plutonium comme sous-produit, nécessaire à la fabrication d'armes nucléaires. L'amiral Hyman Rickover, père de la marine nucléaire, a également soutenu les réacteurs à uranium parce qu'ils pouvaient être installés dans des sous-marins. La conception compacte du réacteur à eau pressurisée est devenue la norme. Les États-Unis. L'establishment nucléaire s'est standardisé autour de la technologie à base d'uranium. Des milliards ont été investis dans les infrastructures liées à l'uranium, les installations d'enrichissement, les usines de fabrication de combustible, les systèmes de gestion des déchets. La recherche sur le thorium a été effectivement mise de côté au début des années 1970. Lorsque les préoccupations environnementales concernant l'énergie nucléaire ont émergé, l'industrie était déjà trop investie dans la technologie à base d'uranium existante pour changer de cap. Passer au thorium aurait signifié abandonner des décennies d'investissement dans les infrastructures et devoir requalifier l'ensemble des effectifs. Il y a aussi un problème réglementaire. Les réglementations nucléaires dans le monde entier ont été rédigées spécifiquement pour les réacteurs à uranium. Obtenir une licence pour un réacteur au thorium signifie convaincre des régulateurs sceptiques d'approuver quelque chose de fondamentalement différent, un processus qui peut prendre des décennies et coûter des milliards. Mais les circonstances évoluent. Le changement climatique a rendu indispensable une production d'électricité propre et stable. L'énergie solaire et éolienne, bien qu'en forte croissance, ne peuvent pas fournir une alimentation continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les industries à forte consommation d'énergie ou les grands centres urbains. Le stockage par batterie reste trop coûteux à grande échelle. Cela a ouvert une fenêtre d'opportunité pour le thorium et plusieurs pays s'y engouffrent rapidement. La Chine mène la course. L'Institut de physique appliquée de Shanghai a achevé la construction d'un réacteur expérimental au thorium à sel fondu de 2 MW à Wuwei, dans la province du Gansu, en août 2021. Il a atteint sa première criticité le 11 octobre 2023, ce qui signifie qu'il a réussi à maintenir une réaction nucléaire pour la première fois. Il passe maintenant à l'échelle supérieure. La construction d'un prototype de 60 MW débutera en 2025 sur le même site, avec une mise en service prévue pour 2029. Cela marque une transition de la recherche pure vers une voie claire en direction d'un déploiement commercial. Pourquoi une telle urgence ? La Chine a d'énormes besoins énergétiques, portés par une urbanisation rapide et l'essor de la fabrication. Ils construisent des villes intelligentes entières à partir de zéro, comme Xiong'an, conçu pour 2 500 000 habitants. Ces méga-projets ont besoin d'une énergie de base fiable, propre et continue. La Chine possède également d'importants gisements de thorium, mais peu d'uranium. Le thorium offre une voie vers l'indépendance énergétique. Le gouvernement chinois aurait investi plus de 3 milliards de dollars dans la recherche sur le thorium, avec des ambitions commerciales claires pour les années 2030. Le programme au thorium de l'Inde est encore plus ambitieux. Avec les plus grandes réserves de thorium au monde, mais un accès limité à l'uranium en raison de la non-signature du traité de non-prolifération nucléaire, l'Inde considère le thorium comme sa destinée nucléaire. Ils ont développé un programme en 3 étapes. Utiliser les réacteurs à uranium existants pour produire du plutonium, utiliser les réacteurs à plutonium pour produire de l'uranium-233 à partir du thorium, puis passer à des réacteurs fonctionnant uniquement au thorium.
La première étape est opérationnelle. Leur réacteur rapide surgénérateur prototype de 500 MW à Kalpakam a reçu l'autorisation de chargement du combustible en octobre 2025 et deviendra opérationnel d'ici la fin de l'année 2025, commençant ainsi la production d'uranium-233 à partir du thorium. La troisième étape, avec des réacteurs fonctionnant uniquement au thorium, vise un déploiement après les années 2050. Les implications vont au-delà des centrales électriques. Si les réacteurs au thorium s'avèrent viables, ils pourraient alimenter des usines de dessalement dans les régions où l'eau est rare. Imaginez la mégapole futuriste de l'Arabie Saoudite alimentée par le thorium, produisant à la fois de l'électricité et de l'eau douce. Les complexes industriels nécessitent une chaleur massive. Aciéries, usines chimiques, installations de production d'hydrogène, voire le secteur des transports. La Chine a exploré l'utilisation de navires propulsés au thorium. Un porte-conteneur fonctionnant avec un réacteur au thorium pourrait naviguer pendant des années sans ravitaillement, bouleversant ainsi la logistique du transport maritime mondial. Pour les villes intelligentes en particulier, le thorium représente une proposition très attrayante. Ces centres urbains sont conçus autour de centres de données, de bornes de recharge pour véhicules électriques et d'infrastructures intelligentes qui exigent toute une puissance massive et constante. Un réacteur compact au thorium pourrait être installé à la périphérie de la ville, fournissant une énergie fiable sans les émissions de carbone ni l'emprise au sol des combustibles fossiles. Mais il y a une question qui compte plus que la technologie, l'économie. Le thorium peut-il être compétitif sur le plan financier? Le nucléaire conventionnel a eu du mal à maîtriser les coûts. Des projets récents, comme la centrale de Vodil en Géorgie, ont dépassé le budget de plusieurs milliards. Si les réacteurs au thorium connaissent les mêmes dérapages de coûts, la technologie n'aura aucune importance. Les partisans affirment que les réacteurs au thorium seront moins chers car ils fonctionnent à des pressions plus basses, n'ont pas besoin de structures de confinement massives et pourraient être fabriqués en usine plutôt que construits sur mesure sur site. Certains concepts prévoient des unités modulaires livrables par camion plutôt que des projets de construction massifs s'étalant sur des décennies. Les sceptiques rétorquent que nous ne connaîtrons les coûts réels qu'au début de l'exploitation commerciale. Toute première du genre est coûteuse, les obstacles réglementaires restent énormes, et l'industrie nucléaire a déjà fait des promesses excessives par le passé. Alors, quand le thorium pourrait-il réellement alimenter votre ville? La réponse honnête, pas aussitôt que l'espèrent les partisans, mais plutôt que ne le pensent les sceptiques. Le prototype chinois de 60 MW pourrait démontrer la viabilité commerciale d'ici 2029. En cas de succès, la production de masse pourrait commencer à la fin des années 2030. Le réacteur Brida en Inde, qui sera opérationnel d'ici la fin 2025, marque une étape cruciale dans la production d'uranium-233 à partir du thorium. Avec des réacteurs entièrement au thorium qui suivront après les années 2050, les pays occidentaux, ayant commencé plus tard, ne verront probablement pas de centrales commerciales au thorium avant les années 2040, au plus tôt. Le scénario réaliste implique que le thorium devienne une composante d'un mix énergétique diversifié. Le solaire et l'éolien répondent à la demande variable, les batteries gèrent le stockage à court terme, et le thorium fournit une puissance de base stable pour les centres urbains et les grandes zones industrielles. Pour les méga-projets que nous présentons sur cette chaîne, les constructions d'infrastructures massives, les nouvelles villes, les complexes industriels, le thorium représente un potentiel bouleversement. Il est dense en énergie, sûr par conception et produit très peu de déchets. Ces caractéristiques sont essentielles lorsqu'on planifie des infrastructures destinées à durer un siècle. Mais il n'y a aucune garantie. Le thorium doit encore faire ses preuves sur le plan commercial. Les coûts doivent correspondre aux prévisions, les cadres réglementaires doivent être mis à jour. La perception publique de tout ce qui porte l'étiquette nucléaire reste difficile depuis Fukushima. Ce qui rend ce moment différent, c'est la convergence de l'urgence climatique, de la maturité technologique et de la volonté géopolitique. Des pays comme la Chine et l'Inde sont passés au-delà des expériences de recherche. Ils construisent des réacteurs de démonstration conçus pour un usage commercial futur. Les investissements s'accélèrent et les ingénieurs s'emploient activement à résoudre les derniers défis pratiques. La transition énergétique ne se fera pas du jour au lendemain, mais les propriétés uniques du thorium, sécurité passive, déchets minimaux, résistance à la prolifération, abondance du combustible, répondent précisément aux préoccupations qui ont limité l'énergie nucléaire pendant des décennies. Reste à voir si le thorium tiendra ses promesses, mais pour la première fois depuis des décennies, l'énergie nucléaire connaît un véritable second souffle. Et pour les méga-projets qui transforment notre monde, cela pourrait tout changer. Si vous voulez découvrir comment d'autres projets énergétiques ambitieux redéfinissent la géopolitique, regardez notre au cœur du désert de Gobi, dans une installation qui ressemble davantage à une station spatiale qu'à une centrale électrique, des ingénieurs chinois viennent de réaliser ce dont les scientifiques du nucléaire rêvent depuis 70 ans.
Par un mardi matin apparemment ordinaire, leur réacteur à sel fondu au thorium a franchi une étape qui a provoqué une onde de choc dans la communauté énergétique mondiale. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un réacteur nucléaire s'est rechargé en combustible tout en continuant à produire de l'électricité. Pas d'arrêt, pas de période de refroidissement, pas de balai industriel massif pour retirer les barres de combustible et en installer de nouvelles. Le réacteur a simplement continué à fonctionner, produisant de l'électricité propre tout en s'alimentant continuellement en nouveaux combustibles. Réfléchissez-y un instant. Toutes les centrales nucléaires dont vous avez entendu parler, de Tchernobyl à Fukushima, en passant par celles qui alimentent actuellement votre ville, doivent toutes s'arrêter pendant des semaines, voire des mois, rien que pour changer leur combustible. C'est comme si vous deviez éteindre votre voiture, vider le réservoir d'essence et reconstruire le moteur à chaque fois que vous faites le plein. Mais le réacteur au thorium de la Chine, c'est comme une voiture qui se ravitaille toute seule en roulant sur l'autoroute à 110 km/h. C'est là que cette histoire devient absolument incroyable. Les réacteurs nucléaires traditionnels fonctionnent à l'uranium, plus précisément à l'uranium-235, qui représente moins de 1% de tout l'uranium présent sur Terre. Trouver suffisamment d'uranium-235 pour alimenter les réacteurs du monde, c'est comme chercher des diamants sur une plage remplie de sable ordinaire. Le thorium, c'est tout le contraire. Il y a tellement de thorium sur Terre que nous ne savons littéralement pas quoi en faire. Les sociétés minières considèrent actuellement le thorium comme un déchet, car il n'y avait nulle part où l'utiliser. La Chine à elle seule possède suffisamment de réserves de thorium pour alimenter tout son pays pendant 20 000 ans. 20 000 ans, c'est plus longtemps que l'existence de la civilisation humaine. Mais voici la partie folle, le thorium ne peut en réalité pas alimenter un réacteur tout seul. C'est comme avoir un tas de bois mouillé qui ne brûlera pas, peu importe combien d'allumettes vous y jetez. Il faut d'abord le transformer, et cette transformation se produit à l'intérieur du réacteur pendant son fonctionnement. Le réacteur crée littéralement son propre combustible au fur et à mesure qu'il fonctionne. Les ingénieurs chinois ont découvert comment rendre ce processus si efficace que leur réacteur produit plus de combustible qu'il n'en consomme. C'est un réacteur nucléaire qui devient plus puissant avec le temps, comme un feu de camp qui grandit chaque fois que vous ajoutez une bûche. L'innovation ne réside pas seulement dans le thorium, mais dans la manière révolutionnaire dont la Chine a conçu l'ensemble du système. Les réacteurs nucléaires traditionnels sont en gros d'immenses autocuiseurs remplis de barres de combustible solide et d'eau. L'eau devient si chaude qu'elle se transforme en vapeur, mais tout cela est maintenu sous une pression énorme. Si quelque chose tourne mal, cette pression peut exploser vers l'extérieur avec une force dévastatrice. La Chine a complètement abandonné ce concept et est repartie de zéro. Leur réacteur utilise du sel fondu au lieu de l'eau, un sel liquide chauffé à plus de 1300 degrés Fahrenheit. Le combustible au thorium se dissout directement dans ce sel fondu, créant un liquide épais et lumineux qui circule dans le réacteur comme de la lave. Voici la partie géniale. Si le réacteur surchauffe, le sel fondu se dilate et ralentit en fait automatiquement la réaction nucléaire. C'est comme une voiture qui ralentit automatiquement lorsque le moteur devient trop chaud. Et s'il y a un problème grave, ils n'ont qu'à drainer le sel fondu dans des cuves souterraines où il refroidit et se solidifie sans danger. Pas de fusion, pas d'explosion, pas de rejet de radiation. Les lois de la physique rendent littéralement impossible qu'un tel réacteur subisse une catastrophe de type Tchernobyl ou Fukushima. Mais la percée la plus incroyable, c'est la façon dont ils ont résolu le défi du rechargement en combustible. Les réacteurs traditionnels doivent s'arrêter parce que leur combustible est enfermé dans des barres métalliques solides. Retirer ces barres et en installer de nouvelles, c'est comme opérer un patient. On ne peut pas le faire tant que le cœur bat encore. Le système à combustible liquide de la Chine change tout. Puisque le thorium se dissout directement dans le sel fondu, ils peuvent ajouter du nouveau thorium et retirer les déchets tout en maintenant le réacteur en fonctionnement à pleine puissance. C'est comme pouvoir changer l'huile de sa voiture tout en roulant sur l'autoroute. L'équipe chinoise a mis au point un système de traitement continu qui fonctionne comme un filtre à café incroyablement sophistiqué. Du thorium frais arrive, les déchets sont filtrés et le réacteur ne s'arrête jamais. Cette seule innovation élimine des semaines d'arrêt et rend leur réacteur bien plus efficace que tout ce qui existe ailleurs sur Terre. Parlons de l'échelle que la Chine prévoit, car ces chiffres sont absolument vertigineux. Leur réacteur d'essai actuel produit 2 MW d'électricité, soit assez pour alimenter environ 1000 foyers. Cela ne semble peut-être pas énorme, mais ce n'est que le début. D'ici 2030, la Chine prévoit de mettre en service une centrale de démonstration de 10 MW. C'est assez d'énergie pour 5000 foyers, mais il ne compte pas s'arrêter là. L'objectif ultime est de construire des réacteurs commerciaux de 100 MW, chacun capable d'alimenter 50 000 foyers sans émissions de carbone et avec pratiquement aucun déchet nucléaire. C'est là que ça devient vraiment incroyable.
La Chine prévoit de construire des dizaines de ces réacteurs, voire des centaines. Ils ciblent d'abord leurs régions arides de l'Ouest, comme le Xinjiang et la Mongolie intérieure, où l'eau est rare et où les centrales électriques traditionnelles peinent à fonctionner. Rappelez-vous, ces réacteurs au thorium n'ont pas besoin d'énormes quantités d'eau pour le refroidissement, contrairement aux centrales nucléaires traditionnelles. Ils peuvent fonctionner dans les déserts, sur les sommets des montagnes, voire dans des installations souterraines. La Chine prévoit en fait de transformer ces régions les plus reculées et inhospitalières en véritables centrales d'énergie propre. D'autres pays observent la percée de la Chine avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude. Les États-Unis ont été les pionniers de la recherche sur les réacteurs à sel fondu dans les années 1960, puis l'ont abandonné au profit des réacteurs à base d'uranium. Aujourd'hui, les entreprises énergétiques américaines s'empressent de relancer des programmes au thorium qui étaient en sommeil depuis des décennies. L'Inde, qui possède certaines des plus grandes réserves de thorium au monde, vient d'annoncer une accélération massive de son programme de recherche sur le thorium. Il parle de passer directement aux réacteurs au thorium sans construire davantage de centrales à uranium traditionnelles. Même les pays européens manifestent soudainement de l'intérêt. La France, qui tire 70% de son électricité de l'énergie nucléaire, finance discrètement des projets de recherche sur le thorium. Le Royaume-Uni envisage les réacteurs au thorium dans le cadre de sa stratégie de neutralité carbone. Mais voilà le problème, la Chine a une avance de 10 à 15 ans. Alors que les autres pays en sont encore à dessiner des plans, la Chine dispose déjà d'un réacteur opérationnel qui produit de l'électricité et prouve que la technologie fonctionne. Cette avancée ne concerne pas seulement l'énergie propre, il s'agit aussi d'un pouvoir économique d'une ampleur telle qu'il pourrait redéfinir les relations commerciales mondiales. Les pays qui maîtriseront en premier la technologie du thorium auront accès à une électricité propre pratiquement illimitée. Cela signifie une production industrielle moins coûteuse, des centres de données plus efficaces, un dessalement illimité pour obtenir de l'eau douce et des procédés industriels actuellement impossibles avec l'énergie fossile onéreuse. La Chine prévoit déjà des complexes industriels alimentés au thorium qui pourraient produire de l'acier, de l'aluminium et d'autres produits à forte consommation d'énergie à des coûts que nul autre pays ne peut égaler. Imaginez devoir rivaliser économiquement avec un pays qui dispose d'une électricité pratiquement gratuite et illimitée. Les implications vont encore plus loin. Les pays exportateurs de pétrole, qui ont bâti toute leur économie sur les exportations de combustibles fossiles, observent la situation avec inquiétude. Si les réacteurs au thorium peuvent fournir une électricité propre et illimitée, la demande mondiale de pétrole et de gaz naturel pourrait s'effondrer bien plus rapidement que prévu. Les défis d'ingénierie que la Chine a relevés pour y parvenir sont absolument stupéfiants. Le sel fondu à 1300 degrés Fahrenheit est incroyablement corrosif. Il ronge la plupart des métaux comme de l'acide sur du papier. Les ingénieurs chinois ont dû développer des matériaux entièrement nouveaux, capables de résister à des décennies d'exposition à cet environnement. Ils ont créé des alliages spéciaux qui forment des barrières protectrices lorsqu'ils sont exposés au sel fondu. Ces matériaux deviennent en fait plus résistants avec le temps, développant des structures cristallines qui les rendent encore plus résistants à la corrosion. C'est comme une armure qui se répare et s'améliore elle-même. Le système de traitement continu du combustible a nécessité l'invention de techniques de séparation chimique entièrement nouvelles. Ils ont dû trouver comment extraire des isotopes radioactifs spécifiques du sel fondu en circulation tout en maintenant une température et un équilibre chimique précis. La moindre erreur pouvait entraîner l'arrêt complet du réacteur. Les scientifiques chinois ont mis au point des systèmes robotiques capables d'effectuer ces opérations d'une précision extrême dans un environnement où aucun humain ne pourrait survivre. Ces robots fonctionnent à des températures qui feraient fondre le cuivre dans des champs de radiation instantanément mortels, réalisant des processus chimiques plus complexes que tout ce que l'histoire moderne a connu. Peut-être l'aspect le plus impressionnant est la façon dont les ingénieurs chinois ont rendu leurs réacteurs au thorium pratiquement à l'épreuve des accidents. Les réacteurs nucléaires traditionnels nécessitent une intervention humaine constante pour rester sûrs. Les opérateurs doivent surveiller des centaines de systèmes et prendre des décisions en une fraction de seconde pour éviter les catastrophes. Le réacteur au thorium chinois est conçu avec ce que les ingénieurs appellent la sécurité passive. Les lois de la physique empêchent automatiquement le développement de situations dangereuses. Si le réacteur devient trop chaud, le sel fondu se dilate et ralentit la réaction nucléaire. En cas de panne de courant, la gravité draine automatiquement le sel fondu dans des réservoirs de stockage sécurisés. Le réacteur ne peut littéralement pas fondre, car le combustible est déjà à l'état fondu. Il ne peut pas exploser car il n'y a pas de système d'eau sous haute pression. Il ne peut pas libérer de radiation significative, car le sel fondu piège les particules radioactives mieux que n'importe quel système de confinement jamais construit.
Les réacteurs nucléaires traditionnels produisent des déchets radioactifs qui restent dangereux pendant 10 000 ans, soit plus longtemps que toute l'histoire humaine enregistrée. Ces déchets doivent être stockés dans des installations spécialement conçues et surveillés en permanence pour éviter toute contamination de l'environnement. Le réacteur au thorium de la Chine produit des déchets qui deviennent inoffensifs en environ 300 ans. Cela reste une longue période, mais c'est gérable à l'échelle du temps humain. Encore plus important, les réacteurs au thorium produisent environ 99% de déchets en moins que les réacteurs à uranium. La petite quantité de déchets qu'ils produisent peut en réalité être recyclée dans le réacteur comme combustible. Les ingénieurs chinois développent des systèmes en boucle fermée où pratiquement rien n'est jeté. Tout est réutilisé jusqu'à être complètement consommé. Le plan de la Chine de déployer ses réacteurs dans ces déserts de l'Ouest est absolument brillant d'un point de vue stratégique. Ces régions ont été des zones économiquement marginalisées pendant des siècles. Trop chaudes, trop sèches et trop éloignées pour un développement industriel traditionnel. Mais les réacteurs au thorium prospèrent précisément dans ces conditions. Ils n'ont pas besoin d'eau pour le refroidissement, donc la sécheresse n'est pas un problème. Ils sont petits et modulaires, ce qui permet de les transporter vers des endroits isolés. Ils produisent tellement d'électricité qu'ils peuvent alimenter des industries à forte consommation d'énergie qui seraient impossibles ailleurs. La Chine prévoit essentiellement de transformer ses terres les moins précieuses en régions industrielles, stratégiquement les plus importantes. Il parle de villes manufacturières alimentées au thorium au milieu des déserts, reliées au reste du monde par des trains à grande vitesse et des lignes électriques à très haute tension. L'industrie nucléaire mondiale s'empresse de réagir à l'avancée de la Chine. Les entreprises qui ont investi des milliards dans le développement de la technologie des réacteurs à uranium traditionnels sont soudainement confrontées à la possibilité que leurs investissements deviennent obsolètes du jour au lendemain. Les régulateurs nucléaires internationaux peinent à élaborer des normes de sécurité pour les réacteurs au thorium. La technologie est tellement différente des réacteurs traditionnels que les réglementations existantes ne s'appliquent même pas. La Chine est en train d'écrire les règles au fur et à mesure, ce qui lui confère une influence énorme sur les normes internationales. Certains pays proposent une coopération internationale sur la recherche autour du thorium, espérant empêcher la Chine d'obtenir un monopole technologique total. Mais la Chine a déjà tellement investi dans la technologie du thorium que rattraper son retard exigerait des autres nations qu'elle dépense des centaines de milliards de dollars sur plusieurs décennies. Le calendrier de la Chine pour le déploiement de la technologie du thorium est incroyablement ambitieux. Leur centrale de démonstration de 10 MW prévue pour 2030 n'est plus qu'à 7 ans. S'ils atteignent cet objectif, ils prouveront que les réacteurs au thorium peuvent fonctionner de manière fiable à l'échelle commerciale. L'objectif vraiment ambitieux, ce sont ces réacteurs commerciaux de plus de 100 MW. Chacun d'eux serait un immense complexe industriel capable d'alimenter des villes entières tout en produisant de l'hydrogène, de l'eau dessalée et de la chaleur industrielle à haute température pour la fabrication. Les planificateurs énergétiques chinois identifient déjà des sites pour des dizaines de ces installations. Ils évoquent des grappes de réacteurs au thorium qui pourraient produire plus d'électricité que le barrage des Trois Gorges, le plus grand projet hydroélectrique du monde. Voici ce qui rend cette histoire absolument fascinante d'un point de vue géopolitique. Que se passe-t-il lorsqu'un pays a accès à une électricité propre pratiquement illimitée, alors que tous les autres brûlent encore des combustibles fossiles? La Chine pourrait proposer la technologie des réacteurs au thorium à d'autres pays, créant ainsi des dépendances énergétiques susceptibles d'influencer les relations internationales pendant des décennies. Les pays qui adopteraient la technologie chinoise du thorium dépendraient de l'expertise chinoise, des capacités chinoises de traitement du combustible et du soutien technique chinois. A l'inverse, la Chine pourrait garder la technologie pour elle, utilisant son avantage énergétique pour dominer la production industrielle et manufacturière mondiale. Imaginez essayer de rivaliser économiquement avec un pays qui a accès à une électricité dont le coût est proche de zéro. La percée de la Chine dans le thorium est potentiellement le début d'une réorganisation complète de la puissance économique mondiale. Dans seulement 7 ans, lorsque leur centrale de démonstration de 10 MW sera opérationnelle, nous saurons si cette technologie peut réellement tenir sa promesse révolutionnaire. Mais voici la question qui devrait empêcher chaque dirigeant mondial de dormir la nuit. Que se passera-t-il lorsque la Chine commencera à proposer cette technologie à d'autres pays? Quels pays choisiront-ils comme partenaires et lesquels resteront à la traîne à l'ère des combustibles fossiles? Car les décisions prises au cours des 5 prochaines années pourraient déterminer l'équilibre du pouvoir mondial pour le siècle à venir. La révolution du thorium a commencé et la Chine vient de tirer le premier coup dans ce qui pourrait devenir la course technologique la plus importante de notre vie. Vous trouvez que cette avancée des réacteurs au thorium est époustouflante? Attendez de voir ce qui se passe lorsque la Chine a dévoilé un cargo sans équivalent sur les océans aujourd'hui.
long comme 4 terrains de football, propulsés par l'énergie nucléaire, capable de naviguer pendant des décennies sans ravitaillement. Un navire capable de transporter 14 000 conteneurs à travers le monde en un seul voyage. Et son impact pourrait bouleverser le commerce mondial et l'équilibre des puissances. Imaginez un navire plus long que 3 pâtés de maison et capable de transporter une cargaison équivalente à 7000 camions. Imaginez-le maintenant traversant l'océan Pacifique sans jamais s'arrêter pour faire le plein. Pas pendant des années, mais potentiellement pendant plusieurs années d'affilée. La Société chinoise de construction navale d'État a publié les spécifications techniques complètes. Les chiffres sont énormes. Le navire mesure environ 400 mètres, soit plus long que l'Empire State Building couché sur le côté. Il transporte 14 000 conteneurs de 20 pieds, soit l'équivalent de 280 millions de livres de marchandises, le poids d'environ 2000 baleines bleues. Au cœur de la coque se trouve la technologie qui rend tout cela possible. Un réacteur à sel fondu au thorium. Pas de moteur diesel, pas d'énormes réservoirs de carburant, pas de cheminée d'échappement rejetant de la fumée dans le ciel. Environ 90% des produits que les gens utilisent au quotidien voyagent sur des cargos. Téléphones, meubles, nourriture, tout transite par les routes maritimes mondiales. Les cargos traditionnels brûlent certains des carburants les plus polluants au monde. Un seul grand navire consomme environ 150 tonnes de carburant par jour, soit à peu près 200 000 litres, contribuant à près de 3% des émissions mondiales de carbone, soit plus que l'ensemble de l'Allemagne. Le coût du carburant peut représenter 60% des dépenses d'exploitation d'une compagnie maritime. Lorsque les prix du pétrole augmentent, le commerce mondial en ressent l'impact. Un cargo à propulsion nucléaire doté de plusieurs décennies d'autonomie change la donne en matière de coûts énergétiques, d'émissions et de logistique stratégique en une seule opération. Ce navire utilise une forme d'énergie nucléaire complètement différente de celle des sous-marins ou des porte-avions. Ceux-ci dépendent de l'uranium enrichi. Le modèle chinois utilise le thorium, un métal légèrement radioactif environ 3 fois plus abondant que l'uranium et que l'on trouve en Chine, en Inde et en Australie. Le thorium lui-même n'est pas le combustible. Lorsqu'il est exposé aux neutrons, il devient de l'uranium-233 qui alimente le réacteur. La conversion et la fission ont lieu à l'intérieur d'un réacteur à sel fondu, où le combustible est mélangé à du sel fluoré liquide au lieu d'être conditionné en barre solide. Le sel fonctionne à environ 700 degrés Celsius. Il transporte la chaleur à travers la boucle du réacteur. Cette chaleur produit de la vapeur. La vapeur fait tourner les turbines. Les turbines génèrent de l'électricité. Et l'électricité alimente les énormes moteurs électriques du navire. L'ensemble du module du réacteur est à peu près de la taille d'un seul conteneur maritime, soit une fraction de l'espace occupé par les énormes moteurs diesel utilisés sur les navires conventionnels. Les navires civils à propulsion nucléaire sont restés théoriques pendant des décennies à cause d'un problème, l'uranium. La plupart des nations ne disposent pas de grandes réserves d'uranium et doivent l'importer auprès de fournisseurs comme le Kazakhstan, le Canada et l'Australie. Tout pays cherchant à construire une flotte de navires nucléaires dépendrait de l'uranium étranger, une vulnérabilité qu'aucune grande puissance n'accepte à la légère. La Chine a été confrontée au même défi. Elle ne produit qu'environ 3% de l'uranium mondial et dépend fortement des importations en provenance du Kazakhstan et de la Russie. Le thorium change cette équation. La Chine possède environ 280 000 tonnes de thorium, l'une des plus grandes réserves au monde. Assez pour alimenter des réacteurs pendant des siècles. L'obstacle était la conversion du combustible. Le thorium doit être transformé en uranium-233 avant de pouvoir alimenter un réacteur, et ce processus n'a jamais été démontré à l'échelle commerciale. Cela a changé en 2024. Des chercheurs de l'Institut de physique appliquée de Shanghai ont réussi à produire de l'uranium-233 à partir de thorium dans un réacteur à sel fondu. Cela s'est produit dans un réacteur expérimental de 2 MW fonctionnant dans le désert de Gobi. Cette avancée a prouvé que les cycles de combustible du thorium à l'uranium-233 fonctionnent dans des réacteurs réels. Les implications sont énormes. La Chine peut désormais produire son propre combustible nucléaire. Elle peut extraire du thorium de ses mines nationales, le convertir dans des réacteurs surgénérateurs et alimenter des navires sans importer d'uranium de qui que ce soit. Cela crée une véritable indépendance énergétique en mer. Le carburant est la plus grande dépense dans le transport maritime de conteneurs. Un navire cargo typique consomme assez de diesel marin pour dépenser entre 50 et 80 millions de dollars en carburant au cours de sa vie. Et ce chiffre fluctue énormément avec le prix du pétrole. Un navire propulsé au thorium change complètement la donne. Le cœur du réacteur est chargé une fois, peut-être deux, pendant toute la durée de vie de 25 ans du navire.
les coûts du carburant deviennent prévisibles. Le combustible lui-même est moins cher que le diesel marin raffiné. Et la propulsion nucléaire élimine presque toutes les émissions. Les compagnies maritimes voient un avantage de coût considérable. La volatilité du carburant disparaît. Les émissions chutent quasiment à zéro. Les routes longue distance deviennent moins chères et plus flexibles. Et la Chine détient un avantage majeur en matière de fabrication. Le pays contrôle environ 40% de la capacité mondiale de construction navale, soit plus que le reste du monde réuni. Si la Chine choisit de produire en masse des cargos nucléaires, elle peut développer l'industrie plus rapidement que n'importe quel concurrent. Maintenant, abordons l'éléphant dans la pièce. La marine chinoise est déjà la plus grande du monde en nombre de navires, mais la plupart de ces bâtiments fonctionnent au diesel. Ils doivent se ravitailler tous les quelques milliers de kilomètres. Cela limite leur rayon d'action. Cela signifie qu'ils ont besoin de navires ravitailleurs qui les suivent partout. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas projeter leur puissance trop loin des ports chinois. La propulsion nucléaire change complètement cette équation. Les États-Unis exploitent des porte-avions et des sous-marins à propulsion nucléaire depuis 70 ans. Ces navires peuvent fonctionner pendant des décennies sans ravitaillement. Ils peuvent rester en mer indéfiniment. Ils vont où ils veulent, quand ils veulent. La Chine a actuellement un seul brise-glace à propulsion nucléaire en construction. Et c'est ce qui attire l'attention très attentive des analystes de la défense à Washington. C'est là que cela devient encore plus intéressant. L'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie a permis de construire des ports dans plus de 60 pays. Pakistan, Sri Lanka, Grèce, Djibouti, Tanzanie. Beaucoup de ces ports ont été financés par des prêts chinois, construits par des entreprises chinoises et de plus en plus, ils sont desservis par des navires chinois. Imaginez maintenant que ces navires n'aient jamais besoin de se ravitailler. Ils peuvent assurer des routes commerciales continues de Shanghai à Athènes sans s'arrêter. Ils peuvent contourner le canal de Suez s'ils le souhaitent. Ils n'ont pas besoin de stations de ravitaillement à Singapour ou dans le golfe Persique. Cela rend la Chine moins dépendante des points d'étranglement maritime traditionnels. Le détroit d'Ormuz, le détroit de Malacca. Ces passages voient transiter des milliers de milliards de dollars de commerce chaque année et ils peuvent être bloqués. Les navires à propulsion nucléaire réduisent cette vulnérabilité. Évidemment, la grande question que tout le monde se pose, que se passe-t-il si l'un de ces navires coule ? C'est une préoccupation légitime. Lorsque l'Union soviétique a essayé les cargos à propulsion nucléaire dans les années 1970, ils n'en ont construit qu'un seul, le Sevmoput. Il est encore en service aujourd'hui, transportant principalement du fret dans l'Arctique, mais il n'a jamais vraiment été adopté. Trop cher, trop compliqué, trop d'inquiétudes internationales concernant du matériel nucléaire flottant sur les océans. L'approche de la Chine est différente. Les réacteurs à sel fondu sont intrinsèquement plus sûrs que les réacteurs nucléaires traditionnels. Si le système surchauffe, le sel s'écoule dans un réservoir de confinement refroidi de manière passive. La réaction s'arrête automatiquement. Aucune fusion du cœur. Aucun scénario à la Tchernobyl. Et comme le combustible est liquide au lieu de barre solide, le risque est bien plus limité. Même en cas de brèche, le sel se refroidirait simplement et se solidifierait en une roche inerte, au lieu de répandre des matières radioactives. Pourtant, le droit maritime international va devoir rattraper son retard. À l'heure actuelle, les navires civils à propulsion nucléaire ont besoin d'autorisations spéciales pour entrer dans la plupart des ports. Ils sont considérés comme trop risqués. La Chine parie que l'économie primera sur ces préoccupations. Si leurs cargos nucléaires coûtent environ 30% moins cher à exploiter, les villes portuaires vont rapidement reconsidérer leur réglementation. Les médias d'État chinois ont évoqué des projets de plusieurs cargos à propulsion nucléaire d'ici 2030. Pour l'instant, il ne s'agit encore que d'une preuve de concept. Si ces navires tiennent leurs promesses en matière de réduction des coûts, d'absence d'émissions et d'autonomie à long terme, l'industrie mondiale du transport maritime s'y intéressera de près. Les principaux acteurs ? Maersk, MSC, CMA, CGM assurent près de 20% du commerce mondial et chacun d'entre eux observe attentivement les prochaines actions de la Chine. Le transport maritime fonctionne avec des marges extrêmement faibles. Une réduction des coûts de 5% est déjà une révolution. Une réduction de 30% impose une refonte complète de l'industrie. Si la Chine construit des cargos nucléaires moins coûteux à exploiter que les navires conventionnels, toutes les grandes compagnies maritimes devront choisir, s'adapter ou prendre du retard. D'autres pays explorent des voies similaires. La Corée du Sud mène des recherches sur les réacteurs à sel fondu pour un usage maritime. La Russie continue d'étendre sa flotte de brise-glace nucléaires. Les États-Unis, des sous-traitants de la défense, étudient de petits réacteurs modulaires pour des opérations navales. La Chine détient l'avantage du précurseur.
Depuis plus de 10 ans, ces chercheurs travaillent sur les réacteurs à sel fondu. La Chine a construit le premier prototype commercial de réacteur au thorium, développé la chaîne d'approvisionnement pour l'uranium-233 et intègre désormais ces technologies dans le projet de cargo le plus ambitieux au monde. L'ensemble de cet effort démontre un leadership technologique, la capacité de construire des systèmes que d'autres pays sont encore en train de débattre. Pourquoi cela importe-t-il à quiconque suit les tendances mondiales? Parce que le transport maritime mondial influence pratiquement tout. Le prix des marchandises, la rapidité de livraison, la stabilité des chaînes d'approvisionnement et l'empreinte environnementale du commerce mondial. Si les cargos nucléaires sont largement adoptés, les coûts d'exploitation diminuent et le transport maritime devient plus rapide et plus propre. Les émissions chutent de façon spectaculaire et la nation qui contrôle la technologie acquiert un pouvoir considérable. Les pays souhaitant des navires nucléaires auront besoin d'accéder aux conceptions de réacteurs, au cycle du combustible, aux systèmes de sécurité et aux cadres réglementaires. Certains achèteront des navires chinois, d'autres obtiendront des licences pour la technologie chinoise, et beaucoup passeront des années à essayer de construire des alternatives. La Chine construit l'infrastructure d'une économie du futur. Une économie où le transport maritime longue distance est plus propre, moins cher et moins vulnérable à la volatilité des prix du carburant. Ce changement a un véritable impact. Le transport maritime mondial déplace environ 11 milliards de tonnes de marchandises chaque année. Si même 10% de ce volume passe à la propulsion nucléaire, le monde éliminera environ 100 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone par an, ce qui équivaut à retirer définitivement 20 millions de voitures de la circulation. Le transport maritime représente environ 80% du commerce mondial en volume, donc toute technologie qui réduit les coûts d'exploitation redéfinit la puissance économique à l'échelle mondiale. La Chine redéfinit l'apparence du transport maritime commercial et les conséquences se répercuteront sur toutes les industries liées au commerce mondial. Voici la question qui inquiète le plus les experts. Si la Chine peut alimenter un cargo avec un réacteur au thorium, quoi d'autre pourrait fonctionner avec cette technologie? Des zones industrielles isolées, des bases militaires avancées, voire des villes hors réseau? Les réacteurs au thorium sont compacts, stables et modulables. Ils ne nécessitent pas d'énormes tours de refroidissement ni de sources d'eau côtière. Une unité peut être installée en plein désert et fonctionner pendant des décennies avec une intervention minimale. Et la Chine a désormais prouvé que le système fonctionne sur l'une des plateformes les plus hostiles qui soit, un navire exposé aux tempêtes, à l'eau salée, aux vibrations et aux mouvements constants. Si un réacteur fonctionne de manière fiable dans ces conditions, il peut fonctionner presque partout. La vraie question n'est pas de savoir si ce navire va transformer le transport maritime mondial. Cela marque le début d'une transition énergétique plus large dans laquelle la Chine détient la technologie, le cycle du combustible et la capacité de production. Et cette transition n'est pas à l'horizon. Elle a déjà commencé. Si vous trouvez audacieux un géant du fret propulsé par le nucléaire, attendez de voir ce que la Chine essaie de construire sous le plancher océanique. Un tunnel si profond et si long que les ingénieurs le considéraient autrefois comme impossible. Cliquez sur « Regardez la suite » pour voir cette vidéo. Merci d'avoir regardé.